Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un événement absolument explosif qui secoue actuellement toute l'Afrique et captive l'attention de la communauté internationale entière. Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, vient de lancer un défi retentissant au monde entier avec des déclarations fracassantes qui ne laissent personne indifférent. En seulement 48 heures, ces paroles courageuses ont provoqué un véritable séisme diplomatique et médiatique d'une ampleur sans précédent sur la scène internationale. Cette figure politique charismatique affirme avec une détermination impressionnante que la vérité ne doit jamais s'excuser face aux pressions extérieures et aux critiques occidentales. Vous allez découvrir les coulisses de cette confrontation spectaculaire qui redéfinit complètement les rapports de force entre l'Afrique et les puissances mondiales traditionnelles. Si vous aimez les contenus sur la géopolitique africaine et les leaders révolutionnaires, n'oubliez surtout pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives. Attachez vos ceintures car cette histoire explosive va littéralement vous renverser. La vérité possède cette particularité singulière qu'elle ne nécessite aucune autorisation pour se manifester, aucune validation pour exister, aucune excuse pour bouleverser les certitudes confortablement installées dans les salons feutrés des capitales occidentales. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré s'est exprimé publiquement lors de la cérémonie de montée des couleurs au palais présidentiel de Ouagadougou, ces mots ont traversé les frontières avec la force d'une déflagration diplomatique qui a contraint le monde entier à tourner son regard vers ce jeune leader africain âgé de 36 ans seulement. Les déclarations qui ont suivi les propos controversés d'Emmanuel Macron sur l'ingratitude présumée des Africains ont déclenché un séisme politique dont les répliques continuent de se faire sentir bien au-delà des 48 heures initiales qui ont suivi cette prise de parole historique. Le président burkinabé n'a pas simplement répondu à une provocation diplomatique, il a articulé une vision complète de ce que devrait être la relation entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs, une vision fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la condescendance paternaliste qui a caractérisé les relations franco-africaines depuis les indépendances formelles des années 60. Dans ce moment de clarté brutale, Traoré a rappelé au monde que les Africains ne sont pas des enfants éternellement redevables envers une France qui aurait généreusement consenti des sacrifices pour le continent, mais des peuples dignes qui ont payé de leur sang et de leurs ressources naturelles le développement économique de l'Occident durant des siècles d'exploitation coloniale et néocoloniale. L'ampleur de la réaction internationale à ces déclarations témoigne de la puissance déstabilisante d'une parole de vérité dans un système international fondé sur des mythes soigneusement entretenus concernant la nature bienveillante de l'intervention occidentale en Afrique. Les médias français, habitués à contrôler le récit concernant les relations avec leurs anciennes colonies, se sont retrouvés déstabilisés face à un dirigeant africain qui refuse de jouer selon les règles tacites du jeu diplomatique traditionnel où les critiques doivent être formulées avec circonspection et enveloppées dans des formules diplomatiques édulcorées. Traoré a choisi une autre voie, celle de la franchise directe et de la confrontation assumée avec un système qu'il perçoit comme fondamentalement injuste et perpétuant la subordination économique et politique du continent africain. Cette approche sans détour a trouvé un écho considérable auprès des populations africaines qui ont ressenti durant des décennies la frustration de voir leurs dirigeants acquiescer silencieusement aux analyses occidentales présentant l'Afrique comme éternellement dépendante de l'aide extérieure pour progresser. Le discours de Traoré a libéré une parole longtemps contenue, celle d'un continent las d'être infantilisé, las d'être considéré comme incapable de définir son propre destin sans la tutelle bienveillante de ses anciens maîtres coloniaux. Les 48 heures qui ont suivi cette intervention ont été marquées par une activité diplomatique fébrile, avec des chancelleries occidentales tentant d'évaluer les implications de cette rupture de ton dans le discours politique africain. Les analystes se sont empressés de contextualiser ces déclarations dans le cadre plus large de la montée des sentiments anti-français au Sahel, région où la France a maintenu une présence militaire significative sous prétexte de lutte contre le terrorisme djihadiste. Cependant, cette grille de lecture ne rend pas justice à la profondeur de la réflexion articulée par Traoré, qui ne se limite pas à un rejet émotionnel de la présence française, mais s'inscrit dans une vision stratégique globale de ce que devrait être la souveraineté africaine au XXIe siècle. Le président burkinabé a démontré une compréhension sophistiquée des mécanismes par lesquels la dépendance africaine est perpétuée, identifiant notamment le rôle des accords de défense hérités de la période coloniale comme instrument de subordination continue. Sa proposition de dénoncer ces accords n'est pas simplement symbolique, mais constitue une étape concrète vers l'émancipation réelle des États africains de l'emprise de leurs anciens colonisateurs. Ce qui rend le discours de Traoré particulièrement percutant, c'est sa capacité à connecter les enjeux historiques du colonialisme aux réalités contemporaines de la politique africaine, établissant une continuité entre l'exploitation passée et les mécanismes actuels de domination économique et militaire. Lorsqu'il évoque les conseillers militaires français comme des agents chargés de maintenir les armées africaines dans un état de faiblesse perpétuelle justifiant ainsi la présence militaire française, il ne formule pas une théorie du complot mais identifie un schéma observable dans plusieurs pays du continent où la coopération militaire a paradoxalement coïncidé avec une incapacité croissante des forces nationales à assurer la sécurité de leur territoire. Cette analyse résonne particulièrement au Burkina Faso où malgré la présence de forces spéciales françaises et de coopérants militaires occidentaux,
la situation sécuritaire s'est continuellement détériorée jusqu'à ce que Traoré décide de rompre ses partenariats et de miser exclusivement sur les capacités nationales renforcées par de nouveaux partenariats avec des pays comme la Russie et la Turquie. Les premiers résultats de cette nouvelle stratégie, bien que contestés par certains observateurs occidentaux, sont perçus positivement par une partie significative de la population burkinabé qui voit dans cette approche une affirmation de dignité nationale longtemps absente. L'impact de cette séquence de 48 heures dépasse largement le cadre des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France pour interroger l'ensemble de l'architecture des relations entre l'Afrique et l'Occident à l'ère postcoloniale. La manière dont Traoré a articulé sa critique suggère une conscience aiguë que la véritable indépendance africaine ne sera jamais octroyée gracieusement par les anciennes puissances coloniales, mais devra être conquise à travers une série de ruptures assumées avec les structures de dépendance héritées du passé. Cette vision s'inscrit dans une tradition panafricaine remontant aux figures historiques comme Kwame Nkrumah, qui avait identifié le néocolonialisme comme le principal obstacle au développement authentique du continent. Cependant, Traoré apporte à cette tradition une dimension nouvelle en la situant dans le contexte géopolitique contemporain marqué par l'émergence de pôles de pouvoir alternatifs à l'Occident, offrant aux États africains des options de partenariat qui n'existaient pas durant la guerre froide. Cette multipolarité naissante constitue selon lui une opportunité historique pour les pays africains de renégocier les termes de leur insertion dans l'économie mondiale, passant d'un statut de fournisseur de matières premières à celui d'acteurs économiques et politiques à part entière. La réaction virulente de certains cercles politiques et médiatiques français aux propos de Traoré témoigne paradoxalement de la pertinence de son analyse concernant la difficulté pour l'ancienne puissance coloniale d'accepter la fin de son influence privilégiée sur ses anciennes colonies. Les commentateurs qui ont qualifié ces déclarations de populistes ou d'irresponsables ont révélé leur incapacité à comprendre que le populisme présumé de Traoré reflète en réalité une aspiration profonde des populations africaines à voir leurs dirigeants défendre les intérêts nationaux avec la même vigueur que les leaders occidentaux défendent les leurs. Cette asymétrie dans la perception de la légitimité du discours souverainiste selon qu'il émane d'un dirigeant occidental ou africain illustre la persistance de schémas mentaux coloniaux dans l'approche occidentale du continent. Lorsqu'un président français défend les intérêts de son pays avec fermeté, cela est perçu comme une manifestation normale de patriotisme, mais lorsqu'un dirigeant africain adopte la même posture, il est accusé de démagogie ou d'anti-occidentalisme primaire. Cette double mesure, que Traoré a dénoncée implicitement dans son discours, constitue l'un des obstacles majeurs à l'établissement de relations véritablement équilibrées entre l'Afrique et l'Occident. L'héritage de ces 48 heures historiques réside moins dans les tensions diplomatiques qu'elles ont générées que dans la fenêtre d'opportunité qu'elles ont ouverte pour une redéfinition complète du narratif concernant les relations franco-africaines, et par extension, les relations entre l'Afrique et l'ensemble du monde occidental. Traoré a démontré qu'il était possible pour un dirigeant africain de contester frontalement le récit occidental sur l'Afrique sans provoquer l'effondrement de son pays, contrairement aux prédictions catastrophistes généralement formulées lorsqu'un leader africain ose défier l'ordre établi. Cette démonstration pratique de la viabilité d'une politique étrangère africaine assertive pourrait inspirer d'autres dirigeants du continent à adopter des postures similaires, créant ainsi une dynamique collective de remise en question des structures néocoloniales. Les 48 heures de Traoré ne constituent donc pas un incident diplomatique isolé, mais potentiellement le début d'une transformation plus profonde de la manière dont les États africains conçoivent leur place dans le système international. L'histoire jugera si cette transformation s'est effectivement matérialisée ou si elle n'aura été qu'une tempête éphémère dans le théâtre diplomatique africain. Mais ce qui est certain, c'est que ces 48 heures ont marqué un point de non-retour dans la prise de conscience collective africaine de la nécessité de briser les chaînes invisibles de la dépendance post-coloniale. La transformation des forces armées burkinabè sous la direction d'Ibrahim Traoré représente bien plus qu'une simple modernisation militaire, elle incarne une vision radicalement nouvelle de ce que signifie la défense nationale dans le contexte africain contemporain, une vision qui rompt avec des décennies de dépendance vis-à-vis des structures militaires et des doctrines héritées de la période coloniale. Lorsque Traoré a pris le pouvoir en septembre 2022, il a hérité d'une armée démoralisée, sous-équipée, et surtout incapable de protéger efficacement le territoire national contre les incursions djihadistes qui se multipliaient dans les régions septentrionales du pays. La situation était devenue si critique que près de 40% du territoire national échappait au contrôle effectif de l'État, créant des zones grises où les groupes armés terroristes imposaient leurs lois aux populations civiles terrorisées par la violence quotidienne. Face à cette débâcle sécuritaire, Traoré a rapidement compris que les solutions conventionnelles proposées par les partenaires occidentaux du Burkina Faso, notamment la France et les États-Unis, n'avaient pas produit les résultats escomptés malgré des années de coopération militaire intensive et le déploiement de forces spéciales étrangères sur le sol burkinabè. Cette prise de conscience l'a conduit à envisager une approche radicalement différente, fondée sur l'autonomie stratégique et le développement de capacités militaires endogènes plutôt que sur la dépendance continue vis-à-vis des puissances extérieures. La première phase de la révolution militaire initiée par Traoré a consisté en un recrutement massif destiné à augmenter significativement les effectifs des forces armées régulières, ainsi que des forces auxiliaires comme les volontaires pour la défense de la patrie. Entre 10 000 et 15 000 nouvelles recrues ont été intégrées annuellement dans les structures de défense,
représentant un effort de mobilisation sans précédent dans l'histoire récente du Burkina Faso. Cette expansion quantitative des forces de sécurité répondait à une nécessité tactique évidente face à un adversaire qui bénéficiait lui-même d'un afflux constant de combattants recrutés selon Traoré par des réseaux impérialistes cherchant à déstabiliser les États du Sahel, refusant de se soumettre aux dictats occidentaux. Cependant, Traoré ne s'est pas contenté d'augmenter les effectifs, il a également insisté sur la nécessité de transformer la mentalité des forces armées, remplaçant une culture de dépendance et de défaitisme par un esprit de combativité nationaliste ancré dans une compréhension claire des enjeux géopolitiques de la lutte en cours. Pour ce faire, il a créé une école supérieure militaire nationale destinée à former une nouvelle génération d'officiers imprégnés de valeurs patriotiques burkinabés plutôt que des doctrines militaires occidentales que Traoré considère comme intrinsèquement incompatibles avec les réalités africaines et potentiellement vecteurs d'endoctrinement au service d'intérêts étrangers. La deuxième phase de la stratégie militaire de Traoré a impliqué une diversification radicale des partenaires internationaux dans le domaine de la défense, rompant avec la dépendance exclusive vis-à-vis des fournisseurs occidentaux traditionnels qui avaient selon lui sciemment limité les capacités militaires burkinabais pour maintenir le pays dans un état de dépendance permanente. Face au refus répété des pays occidentaux de fournir certains types d'équipements militaires jugés essentiels pour combattre efficacement les groupes djihadistes, Traoré s'est tourné vers de nouveaux partenaires comme la Russie, la Turquie et même la Corée du Nord, pays avec lesquels le Burkina Faso n'entretenait traditionnellement que des relations diplomatiques limitées. Cette réorientation géopolitique a permis l'acquisition de drones Bayraktar turcs, d'armement russe, et le développement de nouvelles formes de coopération militaire technique qui ont significativement renforcé les capacités opérationnelles des forces burkinabées sur le terrain. Les résultats de cette nouvelle approche sont devenus visibles à partir de 2023 et 2024, avec une série d'opérations militaires réussies permettant de reconquérir des territoires précédemment contrôlés par les groupes terroristes et de rétablir progressivement l'autorité de l'État dans des régions qui avaient été abandonnées durant des années. Ces succès tactiques, bien que minimisés par certains observateurs occidentaux ayant intérêt à présenter la stratégie de Traoré comme vouée à l'échec, ont considérablement renforcé sa légitimité auprès de la population burkinabé qui constate une amélioration tangible de la situation sécuritaire dans plusieurs zones du pays. La troisième et peut-être la plus ambitieuse phase de la révolution militaire envisagée par Traoré concerne le développement d'une industrie de défense nationale capable de produire localement au moins une partie des équipements militaires nécessaires aux forces armées burkinabé, réduisant ainsi la dépendance structurelle vis-à-vis des fournisseurs extérieurs qui peuvent utiliser le contrôle des approvisionnements militaires comme instrument de pression politique. Cette vision d'autonomie industrielle dans le domaine de la défense représente un défi considérable pour un pays dont l'économie reste largement dominée par l'agriculture de subsistance et l'extraction de ressources minières avec peu de valeur ajoutée locale. Cependant, Traoré semble déterminé à relever ce défi, considérant que la souveraineté militaire véritable ne peut exister sans une base industrielle nationale capable de produire les instruments de la défense nationale. Des partenariats ont été établis avec plusieurs pays possédant une expertise industrielle militaire pour faciliter les transferts de technologies et la formation de techniciens burkinabés capables de maintenir et éventuellement de fabriquer des armements adaptés aux conditions opérationnelles spécifiques du Sahel. Cette ambition d'industrialisation militaire s'inscrit dans une vision plus large du développement économique où la nécessité de renforcer les capacités de défense devient un moteur d'industrialisation générale du pays, créant des emplois qualifiés et développant des compétences techniques transférables à d'autres secteurs de l'économie. L'approche de Traoré en matière de défense se distingue également par l'importance accordée à la mobilisation populaire comme complément indispensable aux forces régulières dans la lutte contre le terrorisme djihadiste. Le programme des volontaires pour la défense de la patrie a été considérablement élargi sous son leadership, enrôlant des dizaines de milliers de civils formés aux techniques de combat et organisés en unités auxiliaires déployées dans leur communauté d'origine pour assurer la sécurité locale en collaboration avec les forces régulières. Cette stratégie de défense territoriale fondée sur la mobilisation populaire présente l'avantage de créer un réseau de sécurité dense couvrant l'ensemble du territoire national, compensant ainsi les limitations numériques des forces armées régulières qui ne peuvent être présentes simultanément dans toutes les localités menacées. Cependant, cette approche comporte également des risques significatifs, notamment la possibilité que des milices civiles mal encadrées commettent des exactions contre des populations civiles soupçonnées de sympathie djihadiste, ou que ces groupes armés deviennent incontrôlables et constituent à terme une menace pour la stabilité de l'État. Traoré semble conscient de ces dangers et a insisté sur la nécessité d'un encadrement rigoureux des VDP par les forces régulières, mais l'ampleur de la mobilisation rend ce contrôle effectif difficile dans de nombreuses zones rurales éloignées des centres urbains. La dimension psychologique et idéologique de la révolution militaire promue par Traoré ne doit pas être sous-estimée, car elle représente peut-être l'innovation la plus profonde par rapport aux approches conventionnelles de la sécurité en Afrique francophone. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs qui présentaient la lutte contre le terrorisme comme un défi essentiellement technique nécessitant des équipements plus sophistiqués et une meilleure formation, Traoré a conceptualisé la confrontation avec les groupes djihadistes comme une guerre fondamentalement politique et idéologique où la victoire dépend autant du moral et de la conviction des combattants que de leur supériorité matérielle.
Cette perspective explique son insistance sur la nécessité de développer une compréhension claire des enjeux géopolitiques de la lutte parmi les soldats et les officiers burkinabés, remplaçant une approche mercenaire où les militaires se battent simplement parce qu'ils sont payés pour le faire par une motivation patriotique profonde ancrée dans la défense de la souveraineté nationale contre des forces impérialistes utilisant le terrorisme comme instrument de déstabilisation. Cette narrativisation de la lutte antiterroriste comme guerre de libération nationale contre le néocolonialisme a rencontré un écho considérable auprès d'une jeunesse africaine en quête de sens et d'identité collective, transformant potentiellement la lutte contre les djihadistes en projet mobilisateur capable de transcender les divisions ethniques et régionales qui ont traditionnellement fragilisé le tissu social burkinabé. Les limites et les contradictions de la révolution militaire de Traoré méritent néanmoins d'être examinées avec honnêteté intellectuelle, car l'enthousiasme légitime suscité par la volonté d'émancipation ne devrait pas conduire à une évaluation complaisante ignorant les défis réels auxquels cette stratégie est confrontée. La situation sécuritaire du Burkina Faso, bien qu'elle ait connu des améliorations dans certaines zones, reste extrêmement fragile avec des attaques terroristes continuant de faire des victimes parmi les civils et les militaires, démontrant que la menace djihadiste n'a pas été éradiquée malgré les efforts intensifs déployés depuis 2022. Les nouvelles alliances militaires avec la Russie et d'autres pays non occidentaux, si elles ont effectivement permis de diversifier les sources d'approvisionnement en armement, créent également de nouvelles dépendances potentiellement problématiques à long terme, car rien ne garantit que ces nouveaux partenaires seront moins enclins que les Occidentaux à utiliser la coopération militaire comme instrument d'influence politique. La question de la viabilité financière du programme de recrutement massif et de modernisation militaire se pose également avec acuité dans un pays dont l'économie reste fragile et dépend largement de l'exploitation de l'or, ressources soumises aux fluctuations des marchés internationaux et dont les revenus sont souvent captés par des intérêts privés plutôt que mobilisés pour le développement national. Traoré devra démontrer sa capacité à maintenir l'effort de guerre tout en préservant les investissements nécessaires dans les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé, sans lesquels aucune victoire militaire ne peut se traduire en stabilité durable et en amélioration des conditions de vie des populations burkinabées qui attendent des résultats concrets de la révolution promise. La création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023 représente l'une des initiatives géopolitiques les plus audacieuses de l'ère post-indépendance africaine, un projet qui aspire à redéfinir les paramètres de la coopération régionale dans une zone du continent caractérisée par l'instabilité chronique et l'intervention constante de puissances extérieures. Ibrahim Traoré, aux côtés de ses homologues maliens Assimi Goïta et nigériens Abdourahmane Tiani, a formalisé un pacte de défense mutuelle qui transcende les cadres traditionnels de coopération régionale en Afrique de l'Ouest pour créer une structure intégrée de sécurité collective fondée sur une vision commune de la souveraineté et du développement. Cette alliance tripartite n'est pas simplement née d'une convergence d'intérêts sécuritaires face à la menace djihadiste commune aux trois pays, mais reflète également une identité politique partagée entre trois régimes militaires issus de coups d'État et confrontés à l'hostilité des institutions régionales traditionnelles comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui ont tenté d'imposer des sanctions économiques pour les contraindre à un retour rapide à l'ordre constitutionnel civil. Cette communauté de destin politique a créé une solidarité organique entre les trois dirigeants qui perçoivent leurs révolutions nationales respectives comme interconnectées et dépendantes d'un soutien mutuel pour résister aux pressions externes visant à les renverser ou à les forcer à des compromis contraires à leurs objectifs de transformation structurelle. La décision collective de se retirer de la CEDEAO en janvier 2024 a marqué un tournant historique dans l'intégration régionale ouest-africaine, créant de facto deux blocs distincts dans la sous-région avec des orientations géopolitiques divergentes. Les fondements idéologiques de l'Alliance des États du Sahel reposent sur une critique radicale du modèle de coopération régionale incarné par la CEDEAO, perçu par Traoré et ses alliés comme une institution instrumentalisée par les anciennes puissances coloniales pour maintenir leur influence en Afrique de l'Ouest à travers des élites nationales complaisantes. Cette vision critique ne date pas de l'émergence des régimes militaires actuels, mais s'inscrit dans une tradition panafricaine qui a toujours interrogé l'authenticité de l'indépendance des institutions régionales africaines créées durant la période post-coloniale. Les dirigeants de l'AES argumentent que la CEDEAO a systématiquement échoué à défendre les intérêts des populations ouest-africaines face aux pressions des puissances occidentales, acceptant notamment la présence militaire française et américaine dans la région sans questionner l'efficacité réelle de ces déploiements dans la lutte contre le terrorisme. La décision de créer une structure alternative reflète la conviction que la véritable intégration régionale africaine ne peut être construite sur les bases institutionnelles héritées de l'ère coloniale, mais nécessite une refondation complète ancrée dans les réalités et les aspirations des peuples africains plutôt que dans les intérêts géopolitiques des anciennes métropoles. Cette ambition refondatrice implique non seulement une coopération militaire renforcée entre les trois pays membres, mais également le développement de mécanismes d'intégration économique permettant de réduire la dépendance collective vis-à-vis des économies occidentales et des institutions financières internationales dominées par l'Occident. Les réalisations concrètes de l'Alliance des États du Sahel depuis sa création restent modestes en raison des contraintes matérielles considérables auxquelles les trois pays membres sont confrontés, mais certaines initiatives méritent d'être soulignées comme indicateurs de la direction dans laquelle Traoré et ses alliés souhaitent orienter cette coopération régionale alternative. Sur le plan militaire,
Des mécanismes de coordination opérationnelle ont été établis permettant théoriquement des interventions conjointes dans les zones frontalières où les groupes djihadistes profitent traditionnellement des faiblesses de coordination entre forces nationales pour établir des sanctuaires transfrontaliers. Des exercices militaires conjoints ont été organisés impliquant des unités des 3 armées nationales, visant à développer l'interopérabilité nécessaire pour des opérations combinées futures. Sur le plan économique, des discussions ont été initiées concernant la création d'une monnaie commune qui remplacerait le franc CFA, symbole le plus visible de la dépendance monétaire vis-à-vis de la France que les dirigeants de l'AES considèrent comme un obstacle majeur au développement économique autonome de la région. Cette ambition de souveraineté monétaire représente potentiellement la dimension la plus transformatrice du projet de l'AES, car elle toucherait directement aux mécanismes économiques fondamentaux maintenant les économies sahéliennes dans une position de périphérie dépendante du centre capitaliste mondial. Cependant, les défis techniques et politiques associés à la création d'une nouvelle monnaie régionale sont considérables, nécessitant des capacités institutionnelles et des réserves financières que les 3 pays membres ne possèdent actuellement pas, rendant ce projet plus symbolique que réellement réalisable à court terme. Les tensions diplomatiques entre l'Alliance des États du Sahel et ses voisins ouest-africains restés membres de la CEDEAO illustrent les limites d'une stratégie de rupture radicale avec les structures régionales établies. Les accusations mutuelles d'hébergement de terroristes et de complicité avec des groupes armés entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire révèlent comment la méfiance politique peut rapidement dégénérer en crise diplomatique, paralysant la coopération sécuritaire précisément dans les domaines où elle serait la plus nécessaire face à une menace terroriste qui ne respecte pas les frontières nationales. Les déclarations de Traoré accusant Abidjan de maintenir un pacte de non-agression avec certains groupes djihadistes et d'héberger des opposants burkinabés préparant des actions de déstabilisation ont provoqué une riposte ivoirienne défendant son rôle humanitaire d'accueil de réfugiés burkinabés fuyant les zones de conflit. Cette escalade verbale complique considérablement la possibilité d'une coordination régionale efficace contre le terrorisme, chaque pays se retranchant derrière ses positions nationalistes respectives plutôt que de rechercher les compromis nécessaires à une stratégie commune. L'Union africaine a tenté d'initier une médiation, mais sa propre crédibilité est affaiblie par la suspension du Burkina Faso de cette organisation depuis août 2024, suspension motivée par le refus de Ouagadougou de présenter un calendrier clair de retour à l'ordre constitutionnel civil. Cette situation illustre le piège dans lequel les dirigeants de l'AES se sont enfermés en privilégiant la rhétorique de rupture radicale sur la diplomatie patiente du compromis, car leur isolement croissant sur la scène régionale et continentale limite leurs options stratégiques et pourrait à terme fragiliser la viabilité même de leurs projets révolutionnaires. Les perspectives d'évolution de l'Alliance des États du Sahel dépendront largement de la capacité de ses dirigeants à transformer les déclarations d'intention en réalisations concrètes améliorant tangiblement les conditions de vie des populations des 3 pays membres. La légitimité d'un projet géopolitique aussi ambitieux ne peut être durablement maintenue sur la seule base d'une rhétorique anti-impérialiste, aussi séduisante soit-elle pour des populations lasses de décennies de promesses non tenues par des élites politiques corrompues. Les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger attendent des résultats mesurables en termes de sécurité, d'accès aux services publics de base, d'opportunités économiques et de justice sociale. Si l'AES parvient à démontrer qu'une coopération régionale fondée sur des principes de souveraineté et de solidarité panafricaine peut effectivement produire de meilleurs résultats que les structures régionales traditionnelles contrôlées par les intérêts occidentaux, alors cette initiative pourrait inspirer d'autres régions du continent à explorer des modèles similaires d'intégration alternative. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo absolument captivante sur le défi courageux lancé par Ibrahim Traoré face aux puissances mondiales établies. Comme vous avez pu le constater à travers cette analyse approfondie, ces 48 heures historiques marquent un tournant décisif dans les relations entre l'Afrique et le reste du monde. La détermination inébranlable de ce jeune leader à défendre la souveraineté africaine sans s'excuser inspire des millions de personnes à travers tout le continent et bien au-delà. Cette affirmation puissante que la vérité ne nécessite aucune excuse face aux pressions extérieures résonne profondément dans les cœurs de tous ceux qui aspirent à une véritable émancipation africaine. Nous tenons à remercier très sincèrement tous ceux qui prendront le temps de laisser des commentaires pour partager leurs réactions et leurs analyses sur cet événement géopolitique majeur. N'oubliez surtout pas de laisser un like si cette vidéo vous a informé et passionné sur ce moment historique extraordinaire. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et rendez-vous très bientôt pour d'autres révélations exclusives sur notre chaîne.